Merci d'abord à Karim de m'avoir invité pour parler. Où est-ce qu'il est, Karim? Il est là? Bon, il n'est pas là. Il est là. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de ça. Et le thème intérieur, ça m'a beaucoup interpellé. Et d'abord, ça a provoqué un grand désarroi. Et puis je me suis dit que vous dites intérieur à un architecte, et la première chose à laquelle il pensera, c'est à l'extérieur, ou au moins à la relation intérieure-extérieure qui fonde sa discipline. L'architecture, on en a parlé déjà aujourd'hui, c'est ce qui fait limite entre la nature sauvage et le chez-soi protecteur. Et l'aventure de la hutte primitive dont on a déjà parlé se poursuit aujourd'hui, les matériaux changent, les dispositifs sont de plus en plus savants, mais l'idée c'est toujours la même, instaurer une limite entre un dehors incertain et dangereux et un dedans sûr et maîtrisé. Donc pour approcher une définition de l'intérieur, je vais vous parler de temps autant que d'espace. Et pour ça, je m'appuierai sur l'archéologie monumentale. L'archéologie, c'est une science de la trace qui est parfois contrainte d'en interpréter l'absence. Je vous propose de tisser des liens, donc ça va être un peu moins organisé, ça va être plutôt une série de rapprochements. Donc je propose de tisser des liens entre les ruines et ce que nous construisons aujourd'hui, non pas pour regretter un âge d'or, mais pour voir ce que la ruine dit de nous et ce que notre époque dit de la ruine. Cet aller-retour est volontairement disparate et prend la forme d'un cadavre exquis, mais plus que des certitudes, je veux partager avec vous des rapprochements. Alors il ne s'agit pas non plus d'une approche romantique qui consiste, au-delà du mouvement du même nom, à ramener les ruines à notre propre mélancolie et instruire à travers elles le procès de nos propres errements, mais plutôt une approche réaliste, pascalienne, qui consiste à décrire simplement ce qui est devant les yeux de tout le monde. Cette réflexion doit beaucoup à mon activité d'enseignement. Elle doit plus encore au débat incessant qui anime ma relation avec Jérôme Villemar, qui est dans cette salle, avec qui nous enseignons en master à l'ENSA de Strasbourg, autour de la question des mutations à l'œuvre en architecture. Avec mon profil antiquisant et son profil d'urbaniste, on aurait pu s'attendre à une alliance de la carpe et du lapin. Il n'en est rien. Beaucoup des idées développées devant vous sont nées de discussions avec lui et je veux tout spécialement le remercier. Alors, regardons d'abord ce qui n'a plus d'intérieur. Prenons la ruine en ce qu'elle est une abolition de la limite intérieure-extérieure. Cette abolition est matérielle, abolition de la limite physique, chute et disparition des toitures, écroulement des murs, disparition des portes. Plus rien n'est strictement enclos, tout est soumis aux intempéries. Et ce qui était encore protégé par les sédiments est mis à nu par l'archéologue, un des seuls chercheurs qui détruit d'une manière ou d'une autre ce qu'il étudie, ou au moins qui remet en œuvre un processus d'érosion interrompu par l'enfouissement. Il y a une autre abolition plus symbolique liée au fait que les espaces ont perdu leur destination première. C'est une abolition du caractère habité des lieux, c'est-à-dire une abolition de tout ce qui dépasse la définition de l'espace par la structure et l'enveloppe. C'est la disparition quasi complète de ce qui est mobilier, tout ce qui a été pillé, égaré, ce qui a fondu ou ce qui a brûlé. Et le peu qui a subsisté a, pour des raisons évidentes, été extrait de la fouille pour être remisé ou exposé. C'est la disparition de ce qu'on appellerait aujourd'hui le second œuvre et la décoration, qui définit l'usage pratique et symbolique des lieux, les enduits, les tentures, les décors, les menuiseries et les ferronneries. Donc, ça, c'est ce qui existait, et ça, c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Les ruines sont ainsi une neutralisation, un dépouillement, une dépersonnalisation. La limite entre intérieur et extérieur est abolie d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue symbolique. Façade décrépie et intérieur dépouillé laissent voir la maçonnerie traversante. Intérieur et extérieur se confondent, plus rien ne permet de les identifier. Plus personne n'habite les ruines, même si, comme chez Hubert Robert, on y passe, les ruines sont un paysage extrait du monde de l'architecture, et cette vision romantique, c'est exactement celle que je ne veux pas traiter aujourd'hui. Donc la ruine, c'est souvent ce qui reste, quand tout ce qui définit l'intérieur a été aboli. Les exceptions existent qui confirment la règle, ou au moins qui nous interrogent sur son application à tous les vestiges archéologiques. Dans la région grecque de la Macédoine, le tombeau présumé du roi Philippe, le père d'Alexandre le Grand, est un défi lancé à notre définition de l'architecture. Les restes de Philippe, de ses épouses et de ses suivants ont été placés dans des temples richement décorés et accompagnés de leurs armures, bijoux, vaisselles et tout ce qu'il faut pour continuer leur vie royale dans l'au-delà.
Ces temples doriques complets, avec naos, façades, peintures à la détrempe, sont ensuite enterrés sous un immense tumulus qui forme une colline régulière dans le paysage macédonien. Si la colline n'était pas elle-même devenue une nécropole, objet de pillage depuis 25 siècles, ces temples enfouis n'auraient jamais été retrouvés. Les Macédoniens ne sont pas les seuls à avoir préparé des sépultures grandioses à leur roi, mais ce qui frappe ici, c'est le mouvement qui consiste à réaliser une architecture complète de temple, avec ses fondations, ses murs et sa définition précise de ce qui fait l'intérieur et l'extérieur, pour ensuite l'enfouir en effaçant ainsi, non par l'absence du mur, mais par le trop-plein de terre, le rapport entre intérieur et extérieur. Et cette ambiguïté dans la définition de l'intérieur, à part miracle, était préservée dans l'aménagement réalisé dans les années 80 pour les touristes. Les temples sont visibles, mais protégés par une coupole de béton qui reproduit la colline fouillée, et le vide qui remplace les épaisseurs de terre dégagées est devenu un musée dans lequel sont exposés les objets qui accompagnaient les défunts. Habituellement, les mobiliers, céramiques et bijoux issus des fouilles sont exposés dans les musées de site. Mais dans le cas du tombeau de Philippe, voir dans un même espace temple enfoui et tout ce qui en définissait l'usage au-delà de l'architecture et d'un pouvoir de suggestion inégalé, sans parler de la beauté stupéfiante des pièces présentées. Là, ce sont deux petites sculptures d'ivoire qui ornaient une partie du réceptacle des cendres. Ce sont des petites figures qui font 2 ou 3 cm et qui sont d'une beauté, je trouve, assez stupéfiante. Les frontières entre intérieur et extérieur sont ici brouillées, et l'ambiguïté entretenue par-delà les siècles et l'usage d'origine plonge le visiteur dans des délices d'incertitude. Ce brouillage à l'œuvre sur d'autres sites dans des proportions différentes est intéressant en soi, mais ouvre d'autres pistes de réflexion quand on tisse des liens avec les brouillages qu'offre notre époque. Avant de revenir à l'architecture, je vous parlerai brièvement de 2 exemples piochés dans la littérature contemporaine, car je crois que la fiction nous renseigne parfois autant que nos productions construites. 2 exemples me semblent particulièrement bien définir une ambiguïté de la définition de l'intérieur. En 1920, dans le roman Nous, ou Nous autres, selon les traductions, Evgueni Zamyatin décrit un monde dystopique, peuplé de gens qui ne portent plus de noms mais des numéros, et qui sont tout entiers occupés à la construction d'un vaisseau spatial destiné à convertir les civilisations extraterrestres à un bonheur défini intégralement par un pouvoir totalitaire. Ce qui nous intéresse ici, outre la charge à peine masquée contre la dictature dans son propre pays, c'est la description de la ville qui sert de décor à l'action. C'est une ville de verre où tout est visible, puisque transparent, où il n'y a plus d'intérieur proprement dit, tout est sous contrôle, et l'absence de limite entre intérieur et extérieur est consubstantielle d'un contrôle total sur les esprits, avec un pouvoir qui fait la chasse à toute déviance. Les descriptions de la ville transparente, avant le triomphe moderne du tout vitré, sont d'une poésie et d'une beauté aussi prémonitoires qu'effrayantes. George Orwell ne s'y sera pas trompé, lui qui se réclamera explicitement de ce roman pour son 1984. Depuis Zamyatin, de nombreuses fictions, romans ou films ont exploré ces mondes dystopiques où la séparation publique-privée est toujours vue comme un danger par les pouvoirs en place et où l'intérieur préservé, matériel et affectif, est le ferment de l'émancipation. Un autre roman explore d'une manière radicalement différente le brouillage des limites, en nous proposant non plus une dystopie urbaine et totalitaire, mais une aventure autour de la question de notre rapport à la nature. Dans Le Mur invisible, ou Le Mur, si on traduit littéralement le titre original, d'Ivant, écrit en 1963 par Marlène Haushofer, l'héroïne se retrouve enfermée dans une région déserte des Alpes autrichiennes. Mais contrairement aux dystopies urbaines, comme la trilogie du béton de Ballard, l'héroïne n'est pas enfermée dans un univers d'artefacts aliénants, mais dans le cadre idyllique, à première vue, d'un chalet de montagne entouré de forêts, de prairies et de ruisseaux bucoliques. Elle est seule, séparée du reste du monde par un mur invisible qui ne définit pas un intérieur construit, mais une portion de territoire qui inclut le chalet et le paysage environnant, et qui deviendra son seul horizon, alors qu'elle est accompagnée d'un chien, de chats et d'une vache. Le roman, écrit à la première personne, est le récit sous forme d'un journal de 2 ans et demi d'une vie où tout le rapport ville-nature, intérieur protecteur, extérieur inquiétant, est revu à l'aune d'un enfermement dans une nature devenue prison. Le dénouement, que je ne divulgacherai pas, est terrible et met en perspective, mieux que de nombreux ouvrages sur l'architecture ou l'écologie, les oppositions rebattues entre nature et culture, entre paysages vierges et construction humaine, et en laissant le lecteur dans le flou complet sur les origines du mur, seul élément fantastique du roman,
Marlène Haushofer nous plonge sans militantisme dans des abîmes de réflexion sur la place de l'être humain dans un écosystème. Donc c'était 2 conseils de lecture, c'est gratuit ce soir. Au contraire de ces fictions qui voient l'effacement de la limite intérieure-extérieure comme un phénomène inquiétant, l'architecture contemporaine regorge d'exemples qui le mettent en scène de façon assumée. Devenue iconique plus qu'habitable, la Farnsworth est la référence dont tous les étudiants en architecture sont biberonnés. C'est le pavillon, on a des tonnes de maquettes du pavillon et aussi des tonnes de maquettes de la Farnsworth. Cette maison redéfinit la question de la limite en maximisant l'utilisation du verre et surtout en repoussant les frontières de la maison au cordon boisé qui entoure le terrain. Comment d'ailleurs ne pas voir un écho avec le mur invisible dont je viens de vous parler, où on est pareillement isolé dans une nature pas si bienveillante que ça, puisque la Farnsworth s'est posée sur pilotis, non pas pour rendre hommage à la crépisse du temple, mais plus prosaïquement pour échapper aux crues régulières de la rivière attenante. Pas de crue, mais hommage au temple tout de même dans la Neue National Gallery, où Mies joue avec les mêmes codes, crépices, colonnes, effacement de la limite, dispositif hérité du temple grec. La différence, et elle est de taille, c'est que la figure du temple mettait en opposition un extérieur aux limites rendues floues par le péristyle et un intérieur inversement opaque et secret réservé au statut du dieu et aux oracles. Dans le temple grec, de manière brutale, ou dans le temple égyptien de manière plus étirée, on voit ici le temple d'Edfou en Égypte, la transition entre un extérieur ouvert, accessible à tous, et un intérieur secret et magique est le fondement de l'architecture sacrée. Dans la Farnsworth ou dans la National Gallery, ce qui est caché dans ou sous le volume transparent, ce n'est pas le sacré, mais le contingent, les cuisines, les WC, les buanderies, les stocks. On pourrait tracer un lien direct entre le Parthénon et la Galerie de Nice, même relation ambiguë intérieur-extérieur, même construction à partir d'une grille, simple chez Mies et faite de relations de proportion chez les Grecs, même utilisation du décollement du sol et de la colonne. Mais le paradoxe, c'est que la galerie puise dans la Grèce antique telle qu'elle est visible aujourd'hui, c'est-à-dire dépouillée de tout ce qui n'est pas la structure et l'enveloppe. Statuaires dorés, bases votives, décors floraux, enduits, tentures et même peintures sur le marbre, tout a disparu et donne aujourd'hui une vision unifiée, pure et minimaliste qui n'a jamais existé. Cette fascination du XXe siècle, architecturale mais aussi politique pour une version blanche et pure de la Grèce, a bien été décrite par Philippe Jocquet dans son ouvrage « Le mythe de la Grèce blanche ». Ce chercheur a longuement travaillé sur les restes de pigments détectables sur la statuaire et l'architecture, et invisibles aujourd'hui à l'œil nu, et a montré, en même temps que ces résultats surprenants, à quel point l'image d'une Grèce aussi blanche que son marbre est une fabrication. Entre les mains des architectes, c'est le culte du minimalisme. Entre les mains de certaines idéologies politiques, ce sont les pires heures du XXe siècle et leur terreur simpliste, et parfois ce sont les deux mêlés. Et comme mon camarade précédemment, j'ai atteint là le point Godwin de ma démonstration. Mais pour revenir sur le passé architectural de manière plus large, les recherches sur la couleur des temples et des cathédrales est suffisamment avancée pour qu'on puisse l'affirmer, le passé était bariolé, ripolliné, couvert de toiles, de tentures, doré à la feuille. La version uniforme des ruines, collection de camailleux, convient surtout à notre goût pour un dépouillement qu'on imagine vertueux, mais ne représente qu'une partie de la réalité bien plus encombrée, foisonnante et kitsch. Nous avons rêvé d'un temps de sobriété décorative qui n'existait pas. À Délos, un des monuments les plus importants du sanctuaire est le Kératon, un hôtel constitué, je vous demande un petit peu d'imagination, parce que personne n'a osé le dessiner, un hôtel constitué des cornes des chèvres chassées par Artémis et arrangées par Apollon pour faire un soubassement, un autel et des murs. Cet amas de cornes, dont il est dit chez Plutarque qu'il tenait 100 lettres de colle, était considéré par les anciens comme une des 7 merveilles du monde. Mais il n'y a aucune trace de cet autel, évidemment, mais l'effet des cornes accumulées et enduites de poids devait donner une impression bien différente d'un temple dorique. À Argos, le feu, et pareil, c'est une des parties les plus importantes du sanctuaire, le feu à la gloire des héros est entretenu sans fin dans un enclos grossièrement délimité par des bornes en pierre mal équarries, dressées devant le temple d'Apollon. Cet enclos existe encore, mais il est tellement difficile à prendre en photo que vous n'en voyez pas de photo là, mais c'est effectivement un tas un peu informe de pierre, mais dont le feu était entretenu pendant toute la durée du sanctuaire d'Argos. Et le long de la Via Appia, les cénotaphes, temples miniatures et autres stèles votives sont rangés sans façon dans un enchevêtrement de pierres et de styles disparates.
tout ça n'était pas très net, pas très dépouillé et pas très minimaliste, Marie Kondo aurait proposé de ranger tout ça dans des boîtes étiquetées. Ce qui est plus intéressant, c'est la façon dont on peut lier les deux phénomènes apparemment dissociés, mais qui procèdent du même mouvement. Le temps débarrasse les ruines de tout ce qui permet de lier une architecture à son usage par les hommes, et dans un même mouvement, notre fascination et notre amour pour tout ce qui est vide, épuré, dépersonnalisé, ne fait qu'augmenter. Et dans un aller-retour étonnant, cette fascination pour un minimalisme qui n'a jamais existé revient comme un boomerang teinter les décisions des archéologues lorsqu'ils procèdent aux anastyloses des monuments qu'ils ont étudiés. La Grèce consent des efforts techniques et financiers immenses pour réaliser une anastylose du Parthénon, mais il ne viendrait à l'idée d'aucun Grec de redonner au monument ses couleurs initiales. L'architecture doit rester dépouillée, débarrassée de tout ce qui la rattache à une époque, de ce qui la personnalise. C'est le seul moyen de rester éternel, de préserver la figure architecturale au-delà de son usage quotidien. À une autre échelle, mais dans un même mouvement, l'équipe américaine qui s'est chargée de l'anastylose du temple de Zeus à Némée a jugé utile de redresser quelques colonnes et entablements, mais il n'a visiblement jamais été évoqué l'idée de recréer une quelconque intériorité, alors même que les éléments architecturaux étaient bien présents et en nombre suffisant pour le faire. Vous avez une vue prise de ballon du temple avant son anastylose. Vous voyez assez clairement, suite au tremblement de terre qui a eu lieu, l'effondrement littéralement en étoile de toutes les colonnes du temple, et puis le dessin très clair du naos. Le résultat de cette anastylose est grandiose, pour donner à comprendre l'échelle d'un tel monument, mais on voit que l'idée de la ruine était plus importante à faire renaître que l'idée du temple. Temple pour lequel l'idée même d'intérieur, de progression du pronaos à la chambre secrète, était bien plus important que la fascination pour la géométrie. En somme, c'est l'architecture qui prend sa revanche sur le religieux. La modernité de Miss, sa rupture avec la notion de limite, a transpiré jusqu'aux anastyloses des archéologues. Étonnant mouvement de balancier, où on ne sait plus qui a inspiré qui. Au-delà de l'abolition de la limite, si magnifiquement recherchée par Miss, c'est le floutage de cette limite qui a animé beaucoup d'œuvres contemporaines. À commencer par l'usage du verre, utilisé comme limite franche et transparente chez Miss, et dont les couches successives induisent un rapport diffracté au monde dans des œuvres plus récentes, comme la Fondation Cartier de Jean Nouvel. Mais le flou n'est plus uniquement dans la définition de la paroi protectrice. Le flou est partout. Effacement du rapport au sol par la topographie intérieure dans le Rolex Center de Sana, relation entre les pièces de la maison effacées mais induites dans leur maison Moriyama, brouillage de la limite par la multiplication des fenêtres et des parois percées dans la maison N de Su Fujimoto. De Miss à Sana, ce sont des exemples maîtrisés et pleins de talent. Mais beaucoup des héritiers de la transparence ne font qu'appliquer une recette. Les parents pauvres des œuvres évoquées précédemment n'ont retenu que la rationalisation extrême et la neutralisation de l'espace. La grille de Miss n'y est plus qu'une formule géométrique. Les déclinaisons appauvries sont des non-lieux d'acier et de verre, des aéroports, des malls, des parkings, sinistres expressions rationnelles, débarrassées de tout signe, tout décor, tout foisonnement qui permettrait de situer l'architecture. Ce sont les formules chimiquement pures d'une modernité qui cherche à dépasser la contingence par la neutralité. Il y aurait un autre colloque à consacrer aux angoisses que cela génère. Les avatars les plus navrants de l'abolition de la limite se voient comme souvent dans le bullshit généralisé des discours managériaux. Dans les entreprises les plus en pointe de la Startup Nation, la limite entre les pièces, c'est-à-dire entre deux intérieurs, c'est has-been. Fini la pièce, tout n'est qu'open space. Dans les espaces ainsi neutralisés, les employés perdus, condamnés à venir tôt pour planter un drapeau conquérant dans un bout de canapé, traînent dans une boîte à roulettes le contenu de leur bureau autrefois bêtement fixe. Aujourd'hui, nos constructions ne semblent plus se focaliser autour de cette question de l'abolition de la limite physique, mais plutôt sur l'abolition symbolique et la figure géométrique qui le permet. La question n'est plus de flouter la limite entre intérieur et extérieur, qui était jusque-là comme une manière de réinventer, avec de nouveaux matériaux et un nouveau rapport, le besoin primordial de se protéger de la nature. Une fois qu'on a domestiqué la nature, on n'a plus vraiment besoin de s'en protéger, mais plutôt d'en profiter, d'en jouir sans entrave tout en préservant son confort. Le rapport vitré à l'extérieur a pu matérialiser au XXe siècle l'hubris de l'humain qui se croit définitivement maître de son environnement. Mais la nature se rappelle à nous de manière dramatique. La Farnsworth, construite sur pilotis pour échapper aux crues, est maintenant menacée par des crues toujours plus importantes. Elle n'est plus sujette d'admiration mais de critiques amusées. Françoise Fromono propose une relecture thermique du projet. Ou militante, Mathias Rollo, dans son dernier ouvrage, y voit tous les avatars de la colonisation et du patriarcat.
Et comme souvent dans la mauvaise foi qui caractérise notre époque, elle est revue à l'aune de nos échecs et non plus considérée dans la dynamique d'une époque. Mais en même temps, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas critiquer une architecture pour ce qu'elle est, détachée de l'histoire, si les architectes qui l'ont produite se sont allègrement servis dans les figures éternelles de l'architecture, avec une méthode totalement anhistorique. Non, la question n'est plus une abolition spatiale de la limite, mais une abolition temporelle. L'architecture, en somme, n'est plus ce qui nous permet de survivre au présent, mais ce qui permet à l'architecture elle-même de survivre à l'usage premier qu'elle abrite. C'est l'architecture à son propre service. Pour cela, il me semble que les architectes, et je regarde aussi dans ma propre production en disant ça, ne puisent plus dans la ruine les ressources en termes de caractères spatiaux et décoratifs, mais plutôt les ressources géométriques dont on pense, à tort ou à raison, qu'elles ont permis à elles seules la survie de l'architecture. Par ressources géométriques, j'entends l'utilisation de figures simples et répétitives, îlots urbains, portiques, ou de modèles de grands bâtiments utilisés dans l'histoire, théâtres, stades, temples, cloîtres. Mais ce n'est pas la géométrie qui a donné un caractère durable aux monuments qui nous sont parvenus intacts. C'est le type et la qualité des matériaux de construction. Aux architectures exceptionnelles, institutionnelles, les murs épais de pierre, et à l'architecture courante de l'habitat, les modes de construction plus fragiles. Le temps fait ensuite le tri, et ce qui nous reste, ce sont les monuments qui ont nécessité des tracés directeurs, des équipes de taille de pierre, avec des commandes exprimées en mesure et en proportion, et avant même l'invention de l'architecte, le besoin de rationaliser l'acte de construire. Le projet pour le monument, le vernaculaire pour l'architecture commune. Ce qui nous reste, les ruines, sont la plupart du temps les monuments. Les seules vieilles architectures vernaculaires sont celles qui n'ont cessé d'être habitées. Ici, la vallée du Mzab, en Algérie. Dès que le vernaculaire cesse d'être habité, il se détruit rapidement, et beaucoup à cause des techniques de construction, en terre crue, bois de faible section, etc. Ce qui survit aux générations et qui va donc accueillir le changement, c'est plutôt l'architecture monumentale, celle des grandes échelles de programme, celle qui a réussi à abolir le temps. Les exemples sont nombreux d'architecture réalité au-delà de leur fonction première, théâtre et amphithéâtre, usines, parking. Mais ce qui est possible est-il enviable ? L'urgence et la pauvreté ont souvent fait préférer le pis-aller à la déchéance complète. Mieux valait mal habiter un monument inadapté plutôt que de finir à la rue. Par exemple, l'amphithéâtre d'Arles était occupé par plusieurs dizaines de familles jusqu'au milieu du XIXe siècle, jusqu'au moment où on le dégage de ses constructions parasites et insalubres. La figure de l'amphithéâtre a survécu en abritant des maisons qui se sont adaptées tant bien que mal aux espaces voûtés de la construction initiale. Mais ce n'est pas la figure qui a permis ce détournement, ce sont les circonstances qui ont poussé les Arlésiens à chercher un abri de fortune dans le monument. Doit-on regretter le curage qui a rendu son usage originel au bâtiment ? Et surtout, doit-on déduire de ces observations que seules les figures géométriques régulières sont les garanties d'une survie de l'architecture à son premier usage ? L'architecture contemporaine regorge de recours aux figures éternelles, cloîtres, péristyles, plantes ramées. Est-ce que les architectes ont voulu insuffler à leur projet une part d'éternité avant d'avoir à subir les outrages du temps ? Et ce recours à la figure se transforme de plus en plus en neutralisation des paramètres du plan. La peur d'être spécifique, adapté à un usage présent, et donc susceptible d'être vite obsolète, nous pousse de plus en plus vers la grille, la trame unifiée et une forme de séparation forcée entre la géométrie et l'usage. On est passé, entre Perret et Miss, de l'utilisation de la figure à la fascination pour la trame neutre. Ce que la figure entraînait comme aventure spatiale, la trame le réduit à une approche quantitative et neutralisée du plan. Entre de bonnes mains, et pour de bonnes raisons, la grille neutre est une tentative généreuse. Sophie Delay, entre autres, travaille cette question de la mesure unique en plan, capable de fabriquer tous les intérieurs possibles. Chez cet architecte, le résultat peut être une pièce de 13 mètres carrés, capable d'accueillir tous les usages, vous connaissez le projet, chambre, salon, pièce d'eau, selon qu'on groupe ou recoupe le module original. Ces recherches typologiques sont fécondes et permettent de sortir des canons strictement quantitatifs imposés par les bailleurs et les promoteurs. Une chambre, c'est 9 mètres carrés, un salon, c'est 22 mètres carrés, etc. Canons strictement réglementaires et donc parfaitement inopérants pour les habitants et les architectes. Alors normalement, c'est une image qui doit bouger. Voilà, je vous laisse profiter du... Ouais, bon, l'image a tourné, mais c'est à peu près la même bêtise. Ces recherches de neutralité positive sont toujours associées à des dilatations et à des ruptures qui rejouent dans un seul bâtiment l'opposition riche entre le courant et l'exceptionnel. Chez Sophie Delay, ce sont les espaces communs réalisés dans le budget et permis par la rationalisation de l'architecture courante des appartements.
Si la qualité se réduisait à une optimisation de surface, il suffirait de confier les plans des logements à une intelligence artificielle qui se contenterait de produire l'assemblage de rectangles le plus efficace. Mais là, c'est certain, personne n'aura une idée aussi absurde. On peut dormir tranquille. Ça, c'est la dernière trouvaille de Autodesk. D'ailleurs, même déformé, même à l'envers, c'est toujours aussi con. Mais si les intentions sont louables, et si le pied de nez au promoteur est toujours salutaire, on se demande si la recherche effrénée d'un plus petit dénominateur commun, géométrique, est vraiment la solution pour le logement d'aujourd'hui. Certes, la rationalité de la géométrie est gage de rationalité économique, et ce qu'on a économisé à ne pas gesticuler avec le gros œuvre peut être mis au service d'autres qualités du logement. Mais qui aime trop mal étreint? À vouloir convenir à tout, y a-t-il un risque à ne convenir à rien? La grille générique peut-elle abriter tous les usages spécifiques? En réalité, cette idée de grille et de neutralité qui survit à l'occupant, appliquée au logement ou à l'architecture courante, non monumentale, c'est une tentative de donner au logement et à l'architecture qui auparavant n'étaient pas destinés à durer, les caractères de durabilité de ce qui faisait monument auparavant. La neutralisation du plan du logement, c'est en quelque sorte la monumentalisation de l'architecture courante. Mais est-ce un mal? Vouloir donner à tout ce que nous construisons un caractère durable? Peut-être pas dans un contexte de raréfaction de la matière ou de finitude de la matière, mais il faut résoudre un paradoxe. Pour habiter dans des architectures durables, doit-on habiter des monuments? Et suffit-il de neutraliser le plan pour donner un caractère durable à l'architecture? Quand le temple est vidé de ses prêtresses, il reste une architecture épaisse, faite pour défier le temps. Quand le pavillon phénix est vidé, il reste des cloisons faméliques et des coffres de volets roulants PVC. Difficile, avec cette architecture traitée comme un bien de consommation, de lui donner un caractère de bien de transmission. On en revient à l'idée développée plus haut que la figure géométrique ne garantit aucune durabilité sans une grande qualité de construction. On l'a vu, entre les mains des architectes, la figure neutre est un outil mis au service de l'appropriation par les habitants. La neutralité positive, c'est la grille qui permet, la trame qui organise, la géométrie ouverte au service d'une évolution des programmes au gré des générations. Mais entre les mains du marché, la neutralité est asséchante, elle est mise au service uniquement de l'échange marchand. La neutralité négative, c'est la grille détachée de tout usage, la géométrie pour elle-même. La neutralité marchande, c'est la chasse à ce qui détermine, car rien n'est plus difficile à vendre que ce qui est déterminé ou personnalisé. Où l'on retrouve notre ami Stéphane Plaza. Je suis désolé, j'y reviens toujours à Stéphane Plaza, car nous pouvons nous bercer de grands principes, il y a aussi à apprendre des divertissements populaires. Je me suis déjà gentiment moqué des émissions de Plaza et de tous ces émules immobiliers. Je fais à nouveau appel à lui dans le contexte de la neutralité. En dépouillant systématiquement les biens à vendre de tout ce qui les rend caractéristiques, habités, personnalisés, et en neutralisant absolument les géométries, même indigentes, des pavillons de banlieue, Stéphane Plaza et ses experts en home staging ne font que neutraliser pour mieux vendre. Ils rédigent un contrat. Dans une relation économique à l'habitat, tout est pesé à l'aune de ce qui se vend et s'achète. Et on le sait bien, l'économie est censée être une science neutre. Si on considère la question de la neutralité et de la dépersonnalisation, un pavillon de banlieue après le passage de Plaza, c'est une ruine au même titre qu'un temple grec débarrassé de tous ses décors, ses couleurs. Le clown Plaza veut du neutre pour mieux vendre. Et pour citer l'écrivain Julien Sirac, cette logique de neutralité protectrice profite inéluctablement à l'ultralibéralisme, au dogme de la liberté contractuelle et au capitalisme. Qu'est-ce que l'échange marchand, sinon une transaction moralement neutre entre des individus indifférents que rien n'attache a priori et qui sont détachés l'un de l'autre sitôt qu'ils ont rempli leur obligation contractuelle réciproque. Plaza, c'est l'intérieur au prisme de la relation contractuelle. C'est le changement de propriétaire au-dessus de la permanence architecturale. Karl Polanyi, dans sa grande transformation, nous explique que certaines choses ne sont pas réductibles au marché libéral. La monnaie, la terre, le travail. Nous aurions pu rajouter l'architecture à cette liste, tant l'architecture subit les dégâts de la marchandisation du monde. Il y a loin du temple au pavillon de banlieue, et pourtant je pense qu'il faut voir dans ces tentatives heureuses et malheureuses de neutralisation des relations intérieures-extérieures, de neutralisation géométrique du plan, de neutralisation de la valeur symbolique des habitats, des réminiscences conscientes et inconscientes de notre fascination pour la ruine. Et finalement, que nous apprennent ces rapprochements sauvages? Qu'est-ce qui m'a fait passer du Parthénon à Stéphane Plaza? Nous sommes partis de la limite intérieure-extérieure jusqu'à observer son effacement pour arriver à la notion de figure dans sa neutralité éternelle. Dans les deux cas, il s'agit de poser la question du temps. Le temps présent est ce qu'il imprime dans nos constructions, le temps futur est ce qui survit de nos constructions. Qu'il s'agisse d'héritage familial ou d'héritage divin,
nous avons du mal à nous résoudre à survivre à nos architectures. Au-delà de toute considération historique ou conjoncturelle, la fascination pour la ruine nous ramène à ce qui est essentiel dans notre discipline, ce qui fait qu'une part plus solide de la matière agencée perdurera au-delà du projet, au-delà de l'usage, par la seule force de la géométrie et du génie constructif. On l'a vu, la poursuite de cette essentialisation bute sur deux risques nouveaux, l'angoisse générée par la perte de limites et la neutralité du dessin au service du marché. À ces deux écueils très rapidement illustrés, je vous propose d'en rajouter un troisième dont je n'arrive pas encore à saisir toutes les implications, mais qui parle également de ce qui dure en architecture. Maintenant que nous avons compris que notre stock de matière à construire était limité, nous recommençons à donner une valeur à la matière déjà extraite, déjà transformée, déjà agencée dans un bâtiment. Je dis volontairement recommencer, car ce que le XXIe siècle écologique croit inventer est simplement le retour de la spolia, c'est-à-dire l'usage perdu seulement depuis 2 siècles, de réutiliser dans les constructions neuves des matériaux issus de bâtiments démolis. L'archéologie, là encore, nous donne de nombreux exemples où les spolias sont présentes pour des questions bassement pratiques. Là, c'est le château Frankish Castle de Paros, construit au XIIe siècle par les Vénitiens, uniquement en puisant dans la réserve de monuments présents et abandonnés tout autour dans l'île, ou pour des raisons plus symboliques, ici à Dion, dans la ville de Dion, qui est au pied du mont Olympe, où les envahisseurs romains ont réutilisé de manière ostensible les pièces du grand temple dans les murs qui bordent la voie principale de la ville, pour annoncer « on a démoli votre temple et maintenant on a installé une nouvelle façon de rentrer dans la ville ». Pour des raisons très vertueuses, la question de la durée de vie d'une construction ne passera peut-être plus par la permanence d'une figure éternelle, stable, épaisse et défiant la gravité, mais de plus en plus par la déconstruction du bâtiment, par sa capacité à ne plus laisser d'empreinte sur une nature à préserver à tout prix. On demande à l'architecture d'avoir un cycle de vie, de faire place nette après sa mort programmée. Les matériaux constitutifs ne seront plus considérés non plus pour leur concours à une œuvre bâtie, mais séparément, pièce par pièce, au poids de carbone dépensé. La question du temps, ou du moins de la durée, percute de face la question de ce qu'on croit être aujourd'hui l'essence de l'architecture. Finalement, qu'est-ce que ça signifie de durer ? Durer, est-ce transmettre une figure construite, un agencement de la matière en figure géométrique le plus neutre possible pour être le plus appropriable possible, c'est-à-dire faire une architecture primaire immuable, capable de recevoir les activités les plus changeantes, ou alors durer, c'est transmettre une quantité de matériaux réutilisables à l'infini, c'est-à-dire que le cycle démontage-remontage devient en soi la marque de durabilité, non plus de l'espace, mais du matériau et de la matière. Permanence, mutation, recyclage, l'architecture, je crois, ne cessera d'osciller entre ces pôles. Les architectes rêvent que le fil tendu entre la ruine et l'époque contemporaine, tendu dans le sens hegelien de l'histoire, puisse être remonté. Un retour à la figure éternelle, le rêve d'une architecture résistant à tous les assauts et qui dégage, même en ruine, même après avoir perdu sa destination première, même après les 2 abolitions évoquées dans ce texte, un sentiment d'éternité tranquille. Ce rêve est légitime, il témoigne d'une confiance et même d'un amour pour la discipline architecturale. Il parle aussi d'un besoin contemporain d'échapper à l'instrumentalisation du marché et de la politique. Si tout le reste nous échappe, chantier, économie, ingénierie, programmation, il ne nous reste que la géométrie comme ordre, comme recette, comme formule cabalistique, dernier moyen d'échapper aux contraintes marchandes et au découpage forcené des missions qui nous incombent. Ce rêve est aussi une chimère, car l'architecture ne vaut que pour sa capacité à être l'émanation matérielle d'une société, le présent, tout en arrivant à dépasser les contingences immédiates de cette société, projection dans le futur. En voulant sauter l'étape du présent et écrire uniquement au futur l'histoire de l'architecture, il est probable que nous nous aliénions non seulement nos contemporains, en commençant par les non-sachants, mais aussi les générations futures qui chercheront en vain l'authenticité de nos réalisations et l'ancrage dans une époque et un lieu. La fascination pour la ruine, assumée ou pas, se fait toujours au risque de l'abstraction. Je vous remercie.